Cap sur l'édition de l'information de ce vendredi sur A12 Télévision. Voici le sommaire de ce journal. Les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan sont officiellement terminés. Le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé a pu s'en rendre compte ce mercredi lors d'une visite de terrain. Présidentielle 2025, la candidature de l'actuel chef d'État Alassane Ouattara fait actuellement l'objet d'une grosse polémique. Quelles sont les implications de l'activisme de ses partisans en vue de le faire réélire? L'analyse en cours d'édition avec le politologue Laurent Monti. À l'étranger, Bassirou Diomaye Faye était hier jeudi à Bamako au Mali. Au menu de ses échanges avec le chef de la junte, Assimi Goïta, la question du retour du Mali dans la CEDEAO. Si vous tentez de rallier Adjamé en provenance de Yopougon, il ne vous faudra que 7 minutes désormais pour atteindre votre destination et 10 minutes si vous désirez vous rendre au centre des affaires au plateau. Ceci grâce à l'achèvement de la première phase des travaux du 4e pont d'Abidjan dont a pu se rendre compte le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé en visite de terrain sur le site ce mercredi 29 mai. La mise en œuvre de ce projet structurant d'un coût de 154 milliards de francs CFA vient soulager les populations trop souvent étouffées par les embouteillages à Abidjan. On en suit le compte rendu avec la télévision ivoirienne. Ce mercredi, non loin de la mairie d'Adjamé, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est en visite de terrain. Il est venu s'assurer de la bonne fin des travaux du 4e pont, l'étape de la traversée d'Adjamé. C'est une fierté pour nous de constater que les travaux de la première phase, dont la consistance contribue à réaliser près de 6 km de voirie et de pont, sont effectivement terminés. La première phase, je dis, pour un montant de près de 154 milliards de francs CFA. Avec l'achèvement de ces travaux, on rallie Yopougon au plateau en 10 minutes et Yopougon à Adjamé en moins de 7 minutes. Vous avez constaté que nous avons visité Nangui-Abrogua. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous pouvez quitter Yaoséi et arriver à Nangui-Abrogua en moins de 7 minutes. En janvier dernier, une partie de l'ouvrage avait été ouverte à la circulation pour désengorger les voies d'accès à Yopougon. Ce que nous recherchons, sur instruction du président de la République, c'est le bien-être de la population. Imaginez-vous qu'il y a quelque temps, pour aller de Yopougon à Adjamé, c'était plus de 1 heure, 2 heures, quelquefois même 3 heures en cas de difficultés sur les transports. C'est un bonus dont il faut qu'on prenne conscience parce que finalement la politique c'est ça, apporter le bien-être à la population. C'est ce que le président Alassane fait et c'est ce que nous ferons. En dehors de ces projets routiers, il y aura des projets en matière d'agriculture pour alimenter tous les marchés ivoiriens en produits agricoles. Il y aura des programmes de logement. D'ailleurs, le ministre du Logement et nous, très bientôt, nous allons vous convier à une grande séance. Il y aura des projets en matière de santé, en matière d'école et en matière de tout ce qui peut contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire sur le plan international, notamment les zones industrielles et tout ce qui rend le pays attractif. Aujourd'hui, la fin de cette première étape en ouvre une autre, celle du prolongement de l'autoroute de la mairie d'Adjamé aux sapeurs-pompiers via un pont de 1 km qui devrait porter le bus rapide BRT reliant les communes de Yopougon à celle de Bingerville. Une voie qui doit passer par Adjamé village. Nous allons régler ce problème avec nos parents d'Adjamé de la meilleure façon possible, dans la paix, dans la sérénité, mais surtout en faisant en sorte que tous bénéficient des bienfaits de cette grande infrastructure qui va améliorer le transport urbain à Abidjan. Nous allons le régler dans la paix et dans la fraternité. Le 4e pont doit à la fin de ses travaux aboutir sur l'autoroute de Songon et la route de l'Est vers Adzopé via la prison civile. L'on n'en attend plus que la confirmation de la part du concerné. Depuis quelques mois, les cadres et partisans du RHDP en appellent ouvertement à une nouvelle candidature du chef de l'État sortant, Alassane Ouattara, en 2025. Une posture clairement réaffirmée par le directoire du parti en début de semaine, ce lundi 27 mai. Quels sont les différents angles sous lesquels on pourrait expliquer le choix du parti au pouvoir? Analyse dans ce dossier. Rien n'est encore définitif.
Toutefois, les semaines et les mois qui séparent la Côte d'Ivoire de la présidentielle de 2025 consolident la perspective d'une candidature inéluctable de l'actuel chef d'État ivoirien Alassane Ouattara à sa propre succession. Dernier fait majeur en date, la 4e instance de la grande réunion de son encadrement politique qui se tenait ce lundi 29 mai à Abidjan, le directoire du parti présidentiel, le RHDP, a de façon formelle désigné Alassane Ouattara comme son candidat naturel pour la future échéance électorale. Un choix régulièrement ressassé par les ponts du parti à chaque occasion, notamment lors des meetings d'hommage aux dirigeants ivoiriens. Ce recours supplémentaire à la personne du chef de l'État trahi, pensent certains analystes politiques, l'absence de figure charismatique dans les rangs du parti capable de susciter l'alternance. Le premier axe, c'est de simplement constater que depuis la dernière élection présidentielle en 2020, aucune personnalité ne s'est véritablement dégagée et les personnalités qu'on envisageait probablement se sont plus ou moins éclipsées à la faveur de leur relégation de leur poste officiel. On peut penser notamment à Patrick Achi et puis à d'autres personnes également. On peut penser à Big Togo. En tout cas, quelques personnalités qui prenaient plus ou moins de la bouteille au niveau du paysage politique. Et puis au fil du temps, ça s'est tassé et le président Ouattara, on voit bien qu'il n'y a pas une personnalité qui a véritablement pu s'imposer comme un potentiel successeur au président Ouattara. Par ailleurs, le maintien d'Alassane Ouattara au devant de la scène politique pourrait, subodore Laurent Monti, donner du temps à certains cadres pour mieux asseoir leur légitimité vis-à-vis de la base électorale dans la perspective de 2030. En attendant, le bilan assez flatteur du numéro 1 ivoirien, d'un point de vue économique, semble suffisant comme argument pour contenir les appétits de tous. Le deuxième point, c'est que ça renvoie simplement aussi la guerre de succession au sein du RHDP à 2030, ou à 2030 si bien évidemment la candidature du président est validée, ce qui laisse un peu de répit aux uns aux autres et puis ça leur laisse le temps de fourbir, on va dire, leurs armes. On pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Adama Big Togo, à Patrick Achi, à d'autres grands ténors, Fidel Sarasoro, à d'autres grands ténors du RHDP qui auraient des velléités éventuellement de se présenter à la candidature, à la magistrature suprême. Troisièmement, cette candidature du président Ouattara pourrait plus ou moins s'appuyer sur une forme de continuité à la tête de l'État. On a quand même un bilan qui est satisfaisant, notamment sur le plan économique, sur le plan social. On a de bonnes avancées quand même. La Côte d'Ivoire a réalisé des progrès assez intéressants et une candidature de Ouattara viendrait plus ou moins conforterait plus ou moins tout le monde dans le sens d'une continuité de tout le travail qui a été abattu depuis son accession à la tête de l'État. Tous restent à présent suspendus aux lèvres du chef de l'État qui, même à 82 ans, devra difficilement prendre le contre-pied de ses plus proches collaborateurs et partisans, rien que pour éviter une crise ouverte au sein de son parti dont les conséquences pourraient déboucher sur une guerre des clans. Et on évoque à présent ce sondage qui rebat complètement les cartes à 17 mois de la présidentielle d'octobre 2025. Moins de 24 heures après le lancement d'un ballon d'essai par la page Facebook d'Ivoire Info TV qui proposait aux internautes de trancher entre l'actuel président Alassane Ouattara, son prédécesseur Laurent Gbagbo et le président du PDC RDA Tidjane Thiam, l'on notait selon les résultats affichés dans la matinée de ce vendredi une nette avance de Laurent Gbagbo qui a lui seul capté 50% des intentions de vote. Alors que les choses se clarifient pour les candidatures en vue de la présidentielle 2025 dans les principales formations politiques en Côte d'Ivoire, un sondage mené par la page d'information Ivoire Info TV sur YouTube laisse entrevoir des perspectives peu rassurantes pour le parti au pouvoir. Sur les 202 000 votes enregistrés autour de 8 heures GMT ce vendredi 31 mai, soit 24 heures après le lancement du sondage qui appelait l'opinion à se trancher entre l'actuel chef d'État, Alassane Ouattara, le candidat du PPACI, Laurent Gbagbo, et le président du PDCI, Tidjane Thiam, les résultats sont sans appel. À lui seul, le prédécesseur d'Alassane Ouattara creuse largement l'écart avec 50% des intentions de vote, là où il est secondé par Tidjane Thiam, qui capte 29% des avis exprimés, pour seulement 21% en faveur d'Alassane Ouattara. En attendant de suivre l'évolution de ces chiffres, ce sondage pourrait donner des sueurs froides au parti au pouvoir
qui semble résolu à miser pour la 4e fois sur le profil de l'ex-DGA du Fonds monétaire international pour prolonger son bail à la tête de l'État ivoirien. Une personnalité neuve susciterait-elle plus d'adhésion? Rien n'est moins sûr. Fin de cavale pour le principal suspect dans l'assassinat ce dimanche 26 mai d'une fillette d'environ 2 ans égorgée dans le quartier d'Ivo à Koumassi. 72 heures après que le corps sans vie de l'enfant, qui serait en réalité la nièce du suspect, ait été retrouvé, l'individu a été appréhendé par les services locaux de la police suite à une dénonciation anonyme. Les explications dans cet élément. Le 26 mai, les populations du quartier d'Ivo dans la commune de Koumassi, dans la périphérie sud d'Abidjan, avaient été choquées par la découverte du corps sans vie de la petite Rianne, 2 ans, égorgée par le frère de sa mère. Depuis, la battue lancée par la police nationale a permis de cueillir le présumé auteur du crime, appréhendé ce mercredi 29 mai à plus de 400 km au nord-est du pays, à Bandoukou. De sources concordantes, c'est grâce à une dénonciation anonyme d'une personne ayant reconnu l'individu à partir des images divulguées sur les réseaux sociaux que les faits limiers de la police ont pu mettre le grappin sur le suspect. Pour l'heure, les motifs de la commission de ce crime ne sont pas formellement établis. Cependant, beaucoup dans le quartier où s'est produit le drame suspectent un crime rituel. Dans l'actualité à l'étranger, le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye était ce jeudi à Bamako au Mali, où il a rencontré le chef de la junte Assimi Goïta. Le retrait du Mali de la CEDEAO a bien sûr été largement évoqué durant les échanges. Le Sénégal espère concilier les positions afin de dissiper les tensions entre les États membres de l'Alliance des États du Sahel et tous dirigés par des putschistes et l'instance sous-régionale. Le nouveau président sénégalais s'est entretenu jeudi avec le chef de la junte militaire malienne à Bamako. Bassirou Diomaye Faye et le colonel Assimi Goïta ont parlé de coopération entre voisins, mais aussi et surtout de la dissidence affichée du Mali face à la CEDEAO, l'organisation ouest-africaine, depuis plusieurs mois. Nous avons aussi parlé de la question de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Mais nous pensons que, en tout cas de mon point de vue, nous pensons que nous devons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes, ne pas se décourager de trouver des issues heureuses qui nous permettent de renforcer l'intégration. Il s'agit pour Diomaye Faye de la première étape d'un périple qui le conduira au Burkina Faso, un autre pays qui forme avec le Mali et le Niger l'Alliance des États du Sahel. Les 3 États sont dirigés par des militaires auteurs de coups d'État. En Afrique du Sud, l'horizon s'assombrit pour l'ANC, au pouvoir depuis 30 ans. Selon les résultats partiels dévoilés ce jeudi par la commission électorale, le parti présidentiel n'obtiendrait que 42,5% des suffrages exprimés lors des législatives, des chiffres qui pourraient lui faire perdre sa majorité absolue au Parlement. Les résultats définitifs sont attendus pour dimanche. En Afrique du Sud, la commission électorale a déclaré jeudi la fin du dépouillement des bulletins du vote déroulé mercredi pour des législatives très particuliers. Avec 35% des votes comptabilisés jeudi soir, le parti historique de l'ANC n'obtient que 42,3% des voix, selon la commission. Les procédures de dépouillement sont désormais terminées. Quelques bureaux de vote en ont encore pour environ 3 heures. Le processus de compilation des résultats consiste à assurer l'exactitude et la validation de ces résultats. Le Congrès national africain est sur le point de perdre sa majorité pour la première fois depuis 30 ans et la commission électorale a promis les résultats définitifs d'ici à dimanche.
Pari réussi pour le chef de l'État gabonais Brice Oligui Nguema au terme du premier forum économique France-Gabon. Devant les investisseurs français, l'homme fort de Libreville a vanté les opportunités économiques qu'offre son pays en termes de niche d'investissement. Des accords d'une valeur totale de 739 milliards de francs CFA ont été signés entre les deux pays. Ce n'était pas un coup d'État, mais plutôt un coup de liberté. C'est par ces mots que le président de transition du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, a clôturé le premier forum économique Gabon-France tenu ce mercredi au Salon Hoche de Paris. Devant les entrepreneurs français, le dirigeant gabonais est venu présenter sa vision d'un Gabon nouveau, un Gabon qui aspire à redynamiser son partenariat avec les autorités françaises. Pour tisser de nouveaux liens, le président de transition n'a pas manqué d'énumérer les mesures mises en place pour attirer les investisseurs, notamment sur le plan juridique. Le Gabon offre aujourd'hui une sécurité des investissements à la faveur des efforts faits en matière de protection des investissements étrangers et de la lutte contre la corruption. À cet égard, nous œuvrons sans cesse à l'amélioration de l'environnement des affaires grâce à l'ANPI Gabon, véritable outil d'accompagnement digitalisé des investisseurs. Dans le même élan, les zones économiques à régime privilégié ont été érigées, en plus d'un cadre spécifique pour développer des partenariats publics-privés. Au-delà du volet économique, ce forum avait aussi une forte portée symbolique. La délégation gabonaise tenait à rassurer les investisseurs dans un contexte où la France est vivement décriée par certains régimes militaires. Mais contrairement à quelques États ouest-africains qui ont choisi la rupture, le Gabon opte pour la continuité. Aujourd'hui, il y a des entreprises françaises qui sont installées au Gabon depuis longtemps et il s'agit pour nous aujourd'hui de conserver ces partenariats mais en les améliorant pour entrer dans de véritables partenariats gagnant-gagnant. On a besoin d'entreprises, on a besoin d'investisseurs du monde entier. Pourquoi on exclurait les Français par exemple? Ils sont des investisseurs et ils connaissent déjà mieux notre pays que les autres. Nous partageons la même langue, nous avons une histoire commune. Certes, elle est entachée de la colonisation, mais il y a eu les indépendances et nous sommes aujourd'hui à même de construire des partenariats gagnant-gagnant, non seulement avec la France, mais avec le reste des pays du monde. Le premier forum Gabon-France s'est soldé par la signature de plusieurs accords pour un montant chiffré à plus de 739 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui permettra de financer en partie le plan national de développement de transition. Un plan axé sur 6 points pour une gouvernance plus saine et une activité économique résiliente. 50 milliards de dollars, c'est le montant investi par la Banque africaine de développement dans la réalisation d'infrastructures structurantes sur les 9 dernières années en Afrique. C'est l'information livrée ce mercredi par le président de l'institution bancaire Akinwumi Adesina lors de la 59e rencontre annuelle de la BAD à Nairobi au Kenya. Le point dans ce reportage signé Africa 24. L'Afrique affiche actuellement une croissance économique robuste avec un taux de croissance moyen prévu de 3,7% en 2024 selon les dernières prévisions de la Banque africaine de développement BAD. Cette dynamique est portée par des réformes économiques allant de l'amélioration de la gouvernance, la diversification accrue des économies à l'augmentation des investissements étrangers. Toutefois, pour maintenir et accélérer cette trajectoire, le développement des infrastructures reste une priorité sur le continent. Fort de ce constat, la BAD, au cours des 9 dernières années, a investi plus de 50 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures en Afrique. Nous avons investi plus de 50 milliards de dollars sur le continent, de loin le plus grand investissement de tout développement. Je tiens à remercier les directeurs exécutifs de la banque et leurs conseillers ainsi que les cadres supérieurs de la banque pour leur travail et leurs efforts. Les investissements de la BAD dans les infrastructures ont permis la réalisation de multiples projets à travers le continent. Avec une levée de fonds de 3,2 milliards de dollars, l'institution a financé la construction du chemin de fer à écartement standard de l'Afrique de l'Est, 500 millions de dollars pour le développement du corridor de Lobito, 375 millions de dollars pour financer la liaison ferroviaire entre le Nigeria et le Niger et 3,5 à 5 milliards de dollars seront mobilisés pour le développement du corridor Liberty en cours.
Avec nos partenaires, dans le cadre de l'Africa Investment Forum, nous avons pu mobiliser 15,6 milliards de dollars d'investissement pour le développement du corridor Lagos. Avec Africa 50, qui est une grande institution, nous avons également mobilisé 630 millions de dollars pour la construction du corridor qui reliera la République du Congo, la République démocratique du Congo, entre autres. Alors que l'Afrique éprouve des besoins de financement annuels dans les infrastructures estimées entre 68 et 108 milliards de dollars, les données de la Banque mondiale indiquent que les investissements privés dans les infrastructures ont diminué dans toutes les régions africaines en 2023, à l'exception de celle d'Afrique du Nord. Aux États-Unis, l'ex-président Donald Trump a été reconnu coupable ce jeudi des accusations formulées contre lui dans l'affaire Stormy Daniels. La justice lui reproche notamment d'avoir tenté de dissimuler le versement par son avocat à la star du X, Stormy Daniels, une somme d'argent pour acheter son silence avant la présidentielle de 2016. Le verdict est attendu pour le mois de juillet. En attendant, la défense du candidat républicain promet de faire appel. Un verdict très lourd et historique. Pour la première fois, un président américain a été condamné au pénal. 12 jurés ont rendu leur verdict ce jeudi au tribunal de Manhattan après 2 jours de délibération. Donald Trump est coupable de 34 actes d'accusation formulés contre lui, ont-ils jugé à l'unanimité. L'ancien président était accusé d'avoir dissimulé un paiement versé par son avocat à l'ancienne star du X, Stormy Daniels, pour acheter son silence avant l'élection présidentielle. S'exprimant devant le tribunal, Donald Trump a qualifié le procès de honte. We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man and it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our constitution. Our whole country is being rigged right now. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent. Le procureur du district de Manhattan a déclaré que la seule voix qui compte est celle des jurés. While this defendant may be unlike any other in American history, we arrived at this trial and ultimately today at this verdict in the same manner as every other case that comes through the courtroom doors, by following the facts and the law and doing so without fear or favor. Peu après l'annonce du verdict, le président américain Joe Biden a déclaré sur les réseaux sociaux que personne n'est au-dessus de la loi. La peine encourue par Donald Trump sera prononcée par le juge Juan Merchan le 11 juillet prochain. Le milliardaire risque de faire face à 3 autres procès d'ici à l'élection présidentielle du 5 novembre. Il est poursuivi pour avoir conservé des documents classifiés de la Maison-Blanche à son domicile personnel, pour avoir tenté de manipuler les résultats de l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie et pour complot contre les États-Unis le 6 janvier 2021. Enfin, direction le Cameroun, où le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, et le nouveau sélectionneur des Lions indomptables, Mac Brice, ont mis ce jeudi un terme à leur divergence. Devant les caméras, les 2 hommes ont assuré vouloir travailler de concert après le clash survenu 48 heures plus tôt et qui était devenu viral sur les réseaux sociaux. L'heure est à présent à l'union sacrée autour du technicien belge, comme l'indique dans cet élément le confrère camerounais Raoul Christobia de Mediac Afrique News au Gabon. Enfin, des images qui font honneur non seulement au football camerounais, mais au-delà à toute la nation qui, comme partout ailleurs dans le monde, avait été choquée par l'esclandre qui avait scandalisé 48 heures avant l'opinion internationale. L'on se souvient encore de cette montée d'adrénaline entre l'actuel président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, et le sélectionneur belge Mac Brice, qui, embrasé par le risque entre l'actuel Ballon d'Or et l'émissaire du ministère des Sports, s'était vu pousser, lui, à se retirer des locaux de la fédération, non sans se faire ouvertement menacer par son interlocuteur de se faire virer. Vous voulez travailler avec nous? Non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements et je vous prie de rester dans cette réunion. Alors que les heures qui ont suivi cet incident ont laissé place à une cacophonie généralisée avec d'une part le ministère qui confirmait Mac Brice dans ses fonctions
et d'autre part la fédération qui désignait un autre entraîneur, les différentes parties sous la roulette de la présidence de la République ont fini par fumer le calumet de la paix ce 30 mai à l'issue d'une rencontre au siège de la FECAFOOT. Un gros soulagement à un peu plus d'une semaine de la confrontation le 8 juin avec le Cap-Vert dans le cadre de la 3e journée des qualifications pour le Mondial 2026. Tout est bien qui finit bien. Je crois que c'est le mot d'ordre que tous les Camerounais peuvent avoir aujourd'hui. Quand on a vu le spectacle qui nous a été servi lundi à la Fédération camerounaise de football, voir aujourd'hui l'arbre de paix qui est brandi entre les deux camps, ça ne peut que rassurer les fans des Lions indomptables que nous sommes. Vous savez, le Cameroun est un pays de football. Nous sommes souvent distingués dans ce sport. On a eu des légendes comme Samuel Eto'o. Ça prouve que le Cameroun n'a pas le droit de présenter un tel visage aux Jeux du monde pour ce qui est du football. Mais ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Les gens ne vont pas aussi en même temps profiter pour dire qu'il y a le désordre chez nous, parce que nous avons vu un tel spectacle avec l'équipe de France à Nice-Na en Afrique du Sud en 2010. Ce n'est pas la première fois que ça arrive que les joueurs pètent les plombs, l'encadrement technique perd aussi la boule. Vous aurez notre soutien, a promis Samuel Eto'o aux techniciens belges. L'Union sacrée semble être désormais de mise autour de l'équipe nationale et de son nouveau sélectionneur. Tous les Camerounais, tous les fans des Lions indomptables sont contents de voir qu'on va sur de nouvelles bases avec un nouvel entraîneur. Je crois aussi qu'il fallait aussi laisser le bénéfice du doute à Marc Brice, parce que nous, les Camerounais, on a tout fait de le juger sans même l'avoir vu au pied du mur. Aujourd'hui, que l'État a tranché pour permettre aux deux parties de travailler pour l'intérêt national du football camerounais. Nous sommes tout heureux et on n'a plus besoin de revenir sur les événements entre guillemets malheureux qui sont arrivés lundi, qui n'auraient jamais dû se retrouver sur Internet. Je pense que c'était simplement parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère des téléphones où les gens filment tout. Donc, mais peut-être qu'il a fallu ça pour arriver aussi à ce consensus, pour permettre à ce que le football camerounais fume la paix, parce que c'est pour le bien de l'intérêt des Camerounais. Ce n'est pas une affaire de Paul Biya, ce n'est pas une affaire de Samuel Eto'o, ce n'est pas une affaire de Marc Brice ou du ministre des Sports. C'est une affaire de tous les Camerounais. Donc, nous sommes tous concernés parce que ce sont nos impôts qui payent l'encadrement technique, qui donnent les primes aux joueurs et tout ce qui va avec. Donc, les Camerounais sont en droit de réclamer qu'il y ait la paix dans la tanière, dans la gestion du football camerounais. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On dira simplement, tout est bien qui finit bien. Face aux requins bleus du Cap-Vert le 8 juin et au Palanca Negra de l'Angola le 11 juin, Marc Brice devra rassurer et donner tort à tous ceux qui, dès le départ, ont mis en doute ses compétences. Fin de l'édition de l'information de ce vendredi. Merci de votre attention et restez connectés au programme de A12 Télévision, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs. Au revoir.